imaginaire. Avant de commencer et de présenter les intervenants, nous tenions tout d'abord à remercier l'organisation des rendez-vous de l'histoire de Blois et plus particulièrement le service éducation du lac du jeune chercheur. Donc pour commencer, il me revient la tâche de présenter le sujet et l'objet de cette table ronde. Donc elle a été voulue comme une discussion interdisciplinaire autour d'éléments récurrents et importants des différents sujets de thèse des 4 intervenants. Donc cette table ronde est d'abord interdisciplinaire car les 4 intervenants doctorants sont inscrits dans des thèses dans les différentes disciplines. Cyrielle Giraud, inscrite en littérature française. Ensuite, Léo Grillet, inscrit en sciences politiques. Puis Baptiste Dumas-Pierrot, inscrit en histoire de l'art. Et Pierre-Louis Poyot, inscrit en histoire. Et pour ma part, j'ai soutenu une thèse en histoire de l'art portant sur un architecte haussmannien. Donc des 4 thèses au sujet et approches variées sont apparus des éléments communs dont la période, le 19e siècle, la nature et la ville de Paris. Des premiers échanges est ressortie la volonté de questionner le rôle et la place de la nature dans l'espace urbain parisien durant le long 19e siècle, de la Révolution française jusqu'à la veille de la Première Guerre mondiale, au regard de leurs 4 sujets. Donc pourquoi les natures de Paris au 19e siècle ? Donc Paris au 19e siècle apparaît comme une ville en pleine mutation. Elle fait d'abord l'objet de transformations urbaines depuis les premières années du 19e siècle jusqu'aux transformations haussmanniennes. Elle voit également la modification de ses frontières par l'annexion des communes limitrophes en 1860 et des voies de Boulogne et Vincennes, et également l'augmentation de sa population. Cette nature apparaît comme une réponse à des problèmes, des besoins ou des volontés esthétiques, de goût et d'hygiène. Donc le choix de ce titre, les natures au pluriel, nous permettait donc d'aborder différentes natures, végétales, sous-sol, eau et par extension, les différents projets d'aménagement urbain, ses projets et ses acteurs, d'images sociopolitiques et de la commercialisation de nature. Donc, de nombreux travaux ont été publiés sur le sujet, que ce soit sur le rapport de la ville au végétal, de la nature dans la capitale ou de l'aménagement et la construction du paysage du XVIIIe siècle jusqu'à la préfecture haussmannienne. Donc il ne s'agira donc pas de paraphraser les publications sur le sujet, ni d'être exhaustif sur la question, mais bien d'aborder ces sujets à travers les propres travaux de recherche de nos 4 intervenants, en confrontant les disciplines et les approches. Donc pour commencer, une première question qui s'adresse à tous, afin de mieux vous connaître et de connaître notamment votre rapport sur vos propres sujets et le sujet de cette table ronde. Donc quelle est la place de la nature et de la ville dans vos recherches doctorales ? Cyrielle, pour commencer. Bonjour à tous, merci Elsa pour cette présentation et merci également aux organisateurs de nous permettre cette intervention dans ces conditions professionnelles. Je suis Cyrielle Giraud, donc en 2e année de thèse de doctorat en littérature française à l'Université d'Orléans et je travaille entre autres sur le lien entre révolution et donc celle de 1789 bien sûr, mais aussi la 2e révolution, celle de 1830. Donc le lien entre révolution et description de Paris, dans ce qui n'est pas encore exactement un genre, mais que l'on peut appeler tableau de Paris, d'après l'œuvre de Louis-Sébastien Mercier, dont je dirai un mot dans un instant, genre qui évolue en fait vers la littérature panoramique et les physiologies plus connues au XIXe siècle. Alors le corpus de mon sujet de thèse est notamment constitué de 2 ouvrages majeurs de l'auteur du XVIIIe siècle, Louis-Sébastien Mercier. D'une part, le tableau de Paris, paru en 12 volumes entre 1781 et 1788, et d'autre part, le Nouveau Paris, paru en 1798. Situées de part et d'autre de la Révolution française, ces 2 œuvres passent en revue l'état de la capitale à travers de courts chapitres éclectiques, consacrés à des lieux symboliques, des figures, des types emblématiques, ou encore à des dates historiques qui font l'histoire de Paris dans ces années révolutionnaires. Ce sont des textes souvent utilisés comme des documents par les historiens, mais au-delà de l'aspect purement documentaire, c'est véritablement la valeur littéraire aux prises avec son époque qui m'intéresse en tant que littéraire. Mais ce Paris de la fin des Lumières qui se développe et s'urbanise ne fait pas pour autant disparaître la nature. Au contraire, en fait, les Parisiens sont attachés aux espaces naturels, alors qu'ils soient aménagés pour la promenade, à l'instar des Tuileries, plus sauvages, à l'image du bois de Boulogne, ou bien liés plutôt à la qualité de l'air. En fait, les Parisiens apparaissent dans les œuvres de Mercier comme très attachés à la nature de Paris. Peut-être moi, oui. Bonjour à tous, merci beaucoup pour votre venue. Je me joins aux remerciements donc pour l'organisation de ces rendez-vous de Blois. Voilà, merci beaucoup. En ce qui me concerne, mon objet d'étude, moi, il se situe plutôt en sciences politiques, plus exactement en histoire des idées politiques, anarchistes en l'occurrence, on va le voir.
Si de façon générale ma thèse traite de ce que les historiens ont appelé les réflexivités environnementales des idées du passé, je m'intéresse à précisément la façon dont les anarchistes ont pensé le lien entre révolution, nature, environnement, et plus précisément sur deux grands auteurs, géographes, Élisée Reclus et Pierre Kropotkin. Mais là aujourd'hui, je vais plutôt mentionner, me focaliser sur un petit groupe d'anarchistes, assez UBRU dans l'histoire, qui s'appelle les Naturiens de Montmartre, qui sont un petit groupe d'anarchistes nés en apparus en 1894 sur la butte Montmartre, et qui sont souvent considérés comme des précurseurs des luttes écologistes, notamment après les travaux de François Jarich, et qui se sont élevés contre l'artificialisation des sols, contre le déboisement, contre tout ça, contre les engrais chimiques, etc. Et particulièrement, les Naturiens de Montmartre vont nous permettre de nous offrir une sorte de témoignage d'un Paris fin de siècle assez inquiet, qui s'urbanise extrêmement fort, de façon extrêmement forte, et dont il critique notamment les politiques de végétalisation, on le verra plus tard, et d'emprise sur les sols parisiens et sur les sous-sols. Et justement, ça va être une question importante, ça va être la question de la pluralisation des natures à Paris, depuis un point de vue, disons, montmartrois, perchés, nichés sur leur but, en fait, ils vont être capables de critiquer les politiques haussmanniennes et post-haussmanniennes de la nature à Paris, et eux, ce qu'ils veulent et ce qu'ils souhaitent, c'est précisément abolir Paris, détruire Paris dans un mouvement assez post-commune. Et on fera justement l'hypothèse que la butte Montmartre représente une sorte d'urbanité alternative avec des espaces naturels qui lui sont propres, singuliers, notamment, on le verra, le maquis de Montmartre, et qu'ils se font en gros les porte-paroles d'un Montmartre qui est en train de s'effondrer, d'un Montmartre qui est en train de s'en aller. Voilà. Et on en parlera plus tard. À un moment, justement, Montmartre est vraiment sujet, objet d'emprise, de parisianisation au moment notamment de la construction du Sacré-Cœur. Écoutez, alors bonjour à tous, alors merci beaucoup d'être venus nous écouter, merci beaucoup aussi également à tous les organisateurs, merci à Elsa qui a accepté de se charger de la modération. Alors moi je suis également doctorant, mais je réalise une thèse en histoire de l'art à Sorbonne Université, thèse qui est consacrée à un prédécesseur d'Haussmann que je crois nous connaissons tous. Alors, nous connaissons Haussmann, on ne connaît pas ce prédécesseur, à savoir le comte de Rambuteau, qui a été donc préfet de la Seine sous le règne de Louis-Philippe pendant 16 années. Et c'est donc l'ensemble de sa politique édilitaire et artistique que j'étudie. Donc il s'agit aussi bien des monuments qui ont été édifiés, ceux qui ont été restaurés, l'ensemble des commandes d'œuvres qui ont été passées pour tous ces monuments, l'aménagement des places publiques, etc. Et donc dans ce large champ d'études qu'est le Paris de la monarchie de Juillet, je m'intéresse donc aussi à la nature, puisqu'elle occupe une place qui ne doit pas être occultée. La nature dont je traite, elle correspond pour l'essentiel à celle qui intéresse l'administration, donc cette administration qui est la préfecture de la Seine. Il s'agissait pour elle de lutter et de faire disparaître des éléments naturels qui entravent la bonne circulation dans la ville et que l'on soupçonne d'être la cause d'épidémies. Donc on peut penser à cette boue salissante des voies qui ne sont pas encore pavées ou encore toutes ces eaux stagnantes que l'on rencontre dans différents lieux de la capitale. Mais il s'agit aussi de la nature installée et promue par la préfecture, donc bien évidemment des plantations pour lesquelles rien n'est laissé au hasard, qu'il s'agisse des essences sélectionnées et de leurs emplacements. Écoutez, je me rejoins aux remerciements généraux, aux organisateurs, à vous d'être venus nous écouter et à Elsa d'avoir accepté d'animer cette table ronde. Donc moi je suis en histoire à Paris 1. Je travaille sur le commerce des fleurs coupées à Paris au XIXe siècle. Donc les fleurs coupées, c'est un marché qui apparaît en réalité assez tardivement dans la deuxième moitié du XIXe siècle, dans le sillage d'une part de la révolution des transports, puisque les fleurs sont en fait acheminées des exploitations floricoles du Midi, et dans le sillage des prodromes, en tout cas de la naissance de la consommation de masse, notamment à Paris. Voilà, donc je travaille sur ce que les historiens de l'environnement ont pu appeler la nature mobile, donc une nature qui circule dans l'espace urbain, et une nature qui est éphémère, puisque les fleurs coupées, par définition, fanent rapidement. Voilà, donc j'interroge à la fois la naissance d'un marché et la place de cette nature assez particulière dans l'espace urbain, mais j'y reviendrai un peu plus en détail tout à l'heure. Merci.
Alors pour entrer dans le vif du sujet, peut-être une première question autour de la perception de nature par les Parisiens. Donc comment la nature est-elle perçue? Comment ressentent-ils et se placent-ils au XIXe siècle face à cette nature? En font-ils par exemple la promotion en prenant un retour à la nature? Peut-être Léo pour commencer. Oui, effectivement. Mon propos là va être un peu à la hache, un peu rapide, mais c'est sur la question de savoir si les natures de Montmartre de la fin de siècle sont représentatifs justement d'un mouvement de fond, de l'injection de nature dans Paris, et comment est-ce qu'entre le début 19e et la fin 19e, l'anarchisme notamment, en ce qui me concerne, va considérer la question de la nature en ville et de la naturalisation en gros de l'espace urbain. Si on reprend le début du 19e siècle, ça peut être un peu compliqué, l'anarchisme n'est pas vraiment stabilisé, etc., etc. Mais si on reprend les travaux de Proudhon notamment, l'anarchisme a trois gros problèmes avec, trois enjeux majeurs sur les questions de nature en ville, enfin en tout cas de volonté ou abolir la ville, ou en tout cas de la rendre naturelle, mais souvent d'abolir la ville. Pourquoi? Parce qu'on file souvent une métaphore qui est celle de la ville anti-naturelle, contre nature, contrairement aux campagnes qui seraient des espaces de restauration, etc. etc. Première chose déjà, on peut mettre voilà. Proudhon explique que Paris incarne la centralisation et va filer une métaphore sur lesquelles, c'est vraiment métaphorique, mais sur lesquelles Paris dévore les campagnes et dévore la France. C'est l'hypertrophie administrative qui est représentée comme une sorte de parasite. Il faudrait fuir la ville, notamment pour ça. Mais le deuxième, c'est plutôt un héritage rousseauiste, même si Proudhon n'est pas très rousseauiste, mais bon, en fait, il reprend pas mal des topos rousseauistes du méphitisme. Paris, comme toutes les grandes villes, sont, comme dit Rousseau, les gouffres de l'humanité, de l'espèce humaine. On parle de la corruption des corps, de l'abolissement des corps, de la déperdition morale. Et le troisième volet, qui est plus environnemental, a une coloration plus hygiéniste au début du 19e, mais on va le voir aussi, matinée de socialisme, c'est un hygiénisme socialiste, c'est la question de Proudhon, la façon dont il s'inquiète des conditions de vie et de travail des ouvriers et des artisans dans la ville, en considérant que Paris est asphyxié de fumée industrielle, populeuse et polluée. Voilà. Mais on assiste dans le second 19e siècle, et notamment à la faveur des travaux haussmanniens, à une urbaphilie finalement beaucoup plus forte, beaucoup plus prononcée, où on va plutôt avoir une adhésion à l'hygiénisme et aux ingénieurs, enfin aux politiques des ingénieurs hygiénistes. Donc les anarchistes vont plutôt se tourner vont plutôt être favorables et souligner, louer les travaux d'embellissement et d'assainissement. On le voit avec Proudhon tout en haut. Proudhon qui dit que les squares permettent justement d'assainir la ville, etc., etc. On retrouve le même mouvement chez quelqu'un comme Élisée Reclus, qui est un grand géographe de la ville, qui lui, quand il critique la ville, c'est moins pour la condamner, comme le fera les naturiens, mais c'est plus pour la réformer. C'est une sorte d'urbaphilie qui prendrait une rhétorique plutôt urbaphobe. D'abord parce que la ville devient, comme le dit Jules Vallès, le bivouac des révolutions. Donc la ville est l'espace précisément post-commune notamment, mais même avant, l'espace d'où on peut brasser une sorte d'intelligence révolutionnaire, c'est-à-dire l'espace propice aux révolutions. Donc les anarchistes veulent investir cet espace-là. Et deuxième chose, c'est qu'il veut, Élisée Reclus notamment, veut sortir des lectures en termes pathologiques de la ville. Il veut la réformer, intégrer des espaces verts, réformer le système d'adduction d'eau, des égouts, etc., etc. Et pour lui, la ville peut être verdie. Il emprunte justement une métaphore organiciste de la déconcentration, et il considère que simplement la ville doit s'élargir, et ça c'est important, elle doit se déconcentrer pour pouvoir aller trouver, en fait, grignoter sur les espaces naturels autour, en abattant notamment les fortifications, selon lui. Et son idéal, c'est ce Parisien qui vient travailler en journée dans le centre-ville, qui est verdi, mais qui n'est pas le cœur de son propos, mais qui le soir retourne dans son petit pavillon de campagne. C'est vraiment le début de la banlieudisation que Reclus loue. Et il retrouve de son pavillon le soir, son petit potager, etc., etc. Donc il y a une sorte de division fonctionnelle de l'espace dans Paris,
avec un Paris qui dans le sens doit être verti, mais c'est pas le cœur de son propos, ça doit être d'abord le cœur battant d'une ville révolutionnaire, cosmopolite, etc. Et plutôt aller en campagne, aller en banlieue, proche, pour s'offrir les espaces de pleine nature, les espaces de liberté, comme il dit. Et à ce propos-là, justement, chez beaucoup d'anarchistes, on retrouve une pratique des promenades en banlieue, notamment la forêt de Bondy, où ils vont beaucoup, à la fin du 19e et début 20e siècle, dans lequel il y a cette idée-là que dès qu'il y a un week-end ou dès qu'il y a un jour de congé, on part hors de Paris, mais pas si loin, se restaurer à l'extérieur de Paris. Cyril ? Oui, alors justement, merci. Je rebondis sur ce que tu disais sur la tradition de la promenade. Dans le corpus que j'étudie de Mercier, ce qui apparaît évident, c'est que les Parisiens veulent de la nature en ville. Alors, on peut détailler sur plusieurs angles. D'abord, peut-être d'un point de vue observation, pour Elsa, pour reprendre les termes de ta question. On observe une tradition rhétorique, un motif littéraire, c'est celui de la promenade, effectivement, que l'on peut lire dans l'œuvre de Mercier, que finalement, que ce soit aux Tuileries ou au Bois de Boulogne, alors le Bois de Boulogne n'est pas à cette époque administrativement inclus dans Paris, mais fait véritablement partie des mentalités parisiennes. Ce qu'on lit chez Mercier, c'est que les Parisiens aiment se promener le dimanche, loin du tumulte de la ville et surtout loin de l'air vicié. Mais force est de constater qu'ils trouvent leur plaisir dans la déambulation, bien sûr, au milieu des allées verdoyantes, mais également dans le plaisir de voir et d'être vu. C'est effectivement à l'occasion de ces promenades champêtres que l'on peut observer la nouvelle tenue d'un tel. Et il y a le nouveau cabriolet de monsieur le duc Chose. Donc en fait, le genre du tableau de Paris accorde une importance notable à ces espaces verts dans lesquels le Parisien aime déambuler. Et il y a également une promotion de la nature en ville où le Parisien est plus acteur. Et il y a ici, j'ai un exemple de Mercier où on voit bien une dichotomie entre ce que veut le peuple et ce que préconisent les autorités. Parfois, donc, peuple et autorités sont en désaccord sur l'évolution que doit prendre la capitale en termes de présence de la nature. Et dans l'exemple suivant, Mercier s'appuie sur un fait historique, mais montre en fait qu'avant la Révolution française, la nature cristallise un certain nombre de tensions autour de sa gestion en ville. Alors, notamment parce que le peuple parisien ne sait pas toujours ce qui est bon pour lui, et il a parfois la vue un peu courte, regrette Mercier. Et c'est ce qu'on trouve dans l'exemple ici derrière moi, donc chapitre intitulé « Jardin du Palais Royal » dans le tome 6. Quand le duc de Chartres voulut convertir son jardin en bâtiment, chacun cria comme s'il eût été propriétaire du lieu. Malgré le public qui regardait cette promenade comme une jouissance acquise, malgré ses vives clameurs, le duc fit tomber sous la cognée ces arbres qui, sous leurs ombrages, avaient vu les marchés clandestins des filles d'opéra. Alors, cet exemple montre l'écart en fait, qu'il y a entre le peuple qui promeut la nature et l'autorité qui tient à la faire disparaître, mais pour des questions de salubrité publique. Et on constate donc ici une tension entre nature sauvage et quelque peu scabreuse d'une part, et nature domestiquée et maîtrisée d'autre part. Alors, oui, je me propose de prendre la suite. Alors moi, évidemment, je me pose plutôt cette question, donc la question de la manière dont Paris était perçu par les contemporains vers la fin de cette première moitié du XIXe siècle, qui est souvent appelée l'avant Haussmann. Et bon, c'est une question évidemment très très large, et que je ne me propose pas de traiter évidemment intégralement aujourd'hui. Mais en fait, pour ce faire, je me propose de partir d'un article du Charivari dans lequel un bilan quelque peu acerbe de la situation est dressé. Paru dans un numéro de l'année 1845, son titre est évocateur, « Un peu de verdure pour l'amour de Dieu !» Point d'exclamation. Donc le Charivari, c'est cette revue satirique de tendance républicaine. Il n'est donc pas étonnant que cet article soit critique envers les réalisations de la préfecture de la Seine, ne serait-ce que parce que le préfet était nommé directement par le roi. Et donc critiquer le préfet, ça revient indirectement à critiquer les décisions royales. Toutefois, les reproches, quoique exagérés, permettent en fait d'aborder donc ce bilan. On nous explique immédiatement que la préfecture n'est pas restée les bras croisés, qu'elle entend prendre au sérieux la question de la nature dans Paris, et pour cela on l'en félicite. Cependant, l'éloge tourne vite court, le serpent est caché sous les fleurs. Donc on lit tout de suite, la ville de Paris, ou plutôt les ordonnateurs de sa toilette, semblent avoir horreur de la verdure et de la végétation. Ils plantent des pavés à tout propos et hors de tout propos, et jamais à propos un arbre.
Donc on nous explique d'emblée qu'aucun arbre n'est planté par les édiles, ce qui a lieu de surprendre. Mais on précise tout de suite, nous ne tenons guère compte en effet de la fameuse plantation des boulevards. Or ce sont justement les lieux où des arbres sont plantés avec régularité. Et pour s'en convaincre, on peut se référer à ce plan donc dressé en 1845, la même année que la parution de cet article, un plan de Paris fortifié. Et en fait, les plantations, ils sont indiquées très sommairement par des séries de petits points. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien ici. Voilà, j'ai pris un extrait, un détail de ce plan. Et en fait, on voit bien que toutes les voies les plus larges, les boulevards, sont bordés d'arbres, vraiment ces grands boulevards et les quais qui longent la Seine. Et c'est à ces emplacements, justement, que ces lignes d'arbres se rencontrent systématiquement. On voit que la préfecture entend privilégier les grandes artères. Et donc, même avant Haussmann, on voit que l'arbre, c'était déjà un élément qui permettait de structurer les voies et d'amorcer une forme de hiérarchisation des espaces. Mais ensuite, si on continue avec notre sympathique article, nous lisons « Nous ne croyons pas à l'avenir de ces arbres. Quand on a une belle ligne de bâtiment, il ne faut pas la gâter par une affreuse ligne d'arbres malvenus et malingres dans leur haute taille qui dégoûtent les constructeurs de bâtir derrière leurs branches d'élégantes maisons. Ces arbres ne serviraient pas aux passants et ils nuiraient aux propriétaires. Alors, l'auteur de l'article propose une solution. Il faut des arbres qui apportent suffisamment d'ombre aux passants, mais ils ne doivent pas gagner trop en hauteur pour ne pas dissimuler les habitations. Il propose même une essence, l'acacia boule, et c'est donc la question de la bonne essence à planter qui se pose aussi déjà dans cette première moitié du XIXe siècle, et puis même avant, puisqu'en fait, outre la question de sa résistance au milieu parisien, plusieurs impératifs et parfois contradictoires entre eux devaient être remplis. Ainsi, un arbre doit apporter suffisamment d'ombre en été pour protéger les passants de l'ardeur du soleil et assurer le confort de leur promenade. Mais ensuite, il faut que l'arbre perde son feuillage l'hiver venu pour laisser la lumière pénétrer dans les habitations. Mais d'un autre côté, une essence qui conserve ses feuilles à l'année, c'est un gain d'économie pour l'administration qui, sinon, se retrouve obligée de payer du personnel tout simplement pour ramasser les feuilles sur la voirie. Mais c'est finalement l'option de l'ensoleillement qui a prévalu, avec donc, notamment la plantation de très nombreux marronniers ou encore des tilleuls donc sur ces fameux grands boulevards. Oui. Alors, moi je vais évoquer plutôt les perceptions de la nature chez les horticulteurs et les fleuristes, enfin les acteurs du monde floricole à Paris. En fait, c'est des gens qui partagent une inquiétude avec un bon nombre de leurs contemporains dans, disons, le dernier quart du XIXe siècle. C'est vraiment ce que Christophe Charles a appelé la modernité critique, c'est-à-dire une modernité travaillée par un certain pessimisme, une inquiétude quant aux effets potentiellement délétères du progrès. Et donc, vous avez une double inquiétude chez les horticulteurs et les fleuristes. La première, c'est celle de l'uniformisation des grandes villes par la raréfaction de la nature en ville. Et d'autre part, les effets sanitaires et surtout moraux sur les classes populaires de cette disparition de la nature. Notamment vis-à-vis des ouvriers, on est en plein exode rural à l'époque, exode rural qui s'accentue à partir des années 50. Et donc vous avez beaucoup d'ouvriers qui viennent des campagnes ou de domestiques pour trouver du travail à Paris. Et donc les horticulteurs s'inquiètent des effets sur leurs mœurs de la disparition de la nature. Donc pour eux, une solution, la solution à ces deux problèmes, ça va être la production et l'importation de fleurs à Paris. C'est une nature qui coûte pas cher à faire venir et qu'on peut faire venir en masse. Donc là, je vous ai mis un extrait d'un des horticulteurs les plus en renom, les plus prestigieux de la période, Philippe de Villemorand, dont l'entreprise existe toujours aujourd'hui d'ailleurs. Donc il nous dit le prodigieux développement que le commerce des fleurs a pris parmi nous à la fin de ce siècle tient à des causes multiples et complexes, mais on peut mettre en première ligne ce retour spontané vers la nature qui se manifeste chez tous les peuples arrivés à un haut degré de civilisation. Donc là, il évoque aussi un instinct qui nous pousse à ne pas nous laisser absorber par la vie surchauffée, toute matérielle et artificielle qui nous entoure, à cette grande époque où l'art si vulgarisé se propage à la machine. Donc là, ici, les fleurs doivent permettre de ramener de l'authenticité. C'est un terme qui revient très souvent dans le discours des horticulteurs, dans la vie parisienne. Le deuxième point, c'est évidemment l'inquiétude que j'ai évoquée quant aux effets sur les ouvriers. Donc là, c'est très très fréquent. On trouve beaucoup incriminer la lourde atmosphère de l'usine, pour reprendre des termes de la revue horticole en 1902, donc qui amoindrirait les capacités morales des ouvriers. Donc là encore,
l'importation de fleurs est une solution. Donc, par exemple, on peut lire cette fois dans le Petit Journal d'avril 1902, sous la plume d'un horticulteur, que le commerce des fleurs permet aux ouvriers, je cite, de se donner pour un bouquet de 2 sous l'illusion du printemps, que la vie laborieuse de la grande ville leur enlève le loisir de savourer à leur aise, en pleine campagne. Bon, quant à savoir ce qu'il en est réellement de la consommation populaire de fleurs, c'est un motif sur lequel reviennent beaucoup les horticulteurs. Les classes populaires aimeraient beaucoup les fleurs et en consommeraient beaucoup. La réalité de cette consommation, elle est plus difficile à évaluer. Certaines sources, certains éléments concordants nous montrent quand même qu'il y a une certaine consommation populaire de fleurs, effectivement. Je pense notamment aux travaux d'Anaïs Albert, qui a travaillé sur les scellés après décès, sur la consommation populaire, qui a bien montré que le vase était l'objet décoratif le plus présent dans les intérieurs populaires. Alors certes, on ne se sert pas forcément d'un vase pour y mettre des fleurs, ça peut juste être un objet décoratif, mais ça témoigne quand même d'une certaine consommation de fleurs. Bon, il y aurait d'autres éléments, mais c'est un autre sujet, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Merci. Donc vous avez évoqué tous les réactions des auteurs ou des Parisiens, et finalement, face à quoi le Parisien se révolte-t-il, entre guillemets évidemment, révolte, au sujet de manque d'espace vert ou de nature, et quelles sont ces réactions? Léo, pourquoi? Je pense que je peux prendre la parole. Le narcissiste aime bien critiquer. Donc, et c'est super, mais ça nous permet justement d'avoir un témoignage de cette modernité critique dont parle Christophe Charles. Donc oui, parce que tout à l'heure, j'ai un peu dressé un panorama urbaphile des anarchistes, mais maintenant, allons voir plutôt nos fameux naturels de Montmartre de 1894, qui s'est fondé rapidement autour d'une figure, la figure d'un dessinateur qui dessine par ce dessin-là, qui s'appelle Émile Gravel. Ils se retrouvent tous dans un débit de boisson à Montmartre dans les années 94-95, grosso modo. Et ils vont devenir le premier mouvement du naturisme libertaire français. Bon, on s'en fout. Ils souhaitent l'abolition des villes. On voit d'abord pourquoi, à travers simplement une lecture très bateau de l'image, c'est-à-dire que la ville est asphyxiée absolument de fumée noire, la silhouette inquiétante, assez apocalyptique de la tour Eiffel est assez parlante aussi, c'est-à-dire une monumentalisation de la ville, et cette idée-là que tout le monde à part l'homme préhistorique, parce qu'ils sont un peu, voilà, ils sont dans la revalorisation de l'homme préhistorique, un peu gaulois, enfin, entre les deux. Les ouvriers, les artisans, les employés ont tous des tristes mines. Donc d'abord, Paris est irrespirable, malodorant, et ça c'est un topos, notamment Montmartre 3, parce qu'à Montmartre c'est considéré comme le panorama idéal pour regarder les fumées sur Paris et sur la banlieue nord notamment. Et ça on le retrouve chez eux aussi dans leur description. Deuxième chose, ils critiquent les formes, et ça je pense que je vais laisser plutôt Pierre-Louis en parler, mais ils sont absolument contre la nature forcée comme ils disent, c'est-à-dire les fleurs coupées. Pour eux c'est des fleurs non odorantes, artificielles, c'est une mode bourgeoise, semi-naturelle, qu'on force, parce qu'on appelle ça les forceries, les serres dans lesquelles on les cultive. Et autre chose très importante, et je pense que je ne vais pas être le seul à en parler, c'est vraiment la forme de nature haussmannienne d'Alphand notamment, et des promenades contre laquelle ils vont s'insurger. Donc troisième forme de nature sur laquelle ils s'insurgent, c'est vraiment la politique d'alignement d'arbres, qui est pour eux précisément une nature vitrine, une nature au service d'un pouvoir autoritaire, une nature technocratique, comme dit François Choé notamment. Pour François Choé, justement, la nature chez Alphand, c'est une urbanisation de la nature, et non pas une naturalisation de l'urbain. Donc il critique les politiques d'alignement d'arbres, qui est antinaturel, qui a une esthétique martiale, comme je le disais. Ils font remarquer que les essences d'arbres sont très monotones, beaucoup de marronniers, beaucoup de platanes, alors qu'eux souhaitent, et là je vous ai mis une petite citation, eux souhaitent une nature luxuriante, une nature spontanée. Donc le marronnier n'est pas tout à fait la nature luxuriante dont il rêve. Et c'est pour ça que contre cette nature-là, ornementation, vitrine d'un pouvoir autoritaire, enfin là c'est eux qui parlent, eux ils préfèrent une nature anarchique. Et ils vont filer une métaphore assez marrante, dans notamment 2 poèmes. Une nature anarchique, c'est d'abord la nature de l'herbe folle. L'herbe folle contre justement l'haussmannisation, l'herbe qui résiste en gros à la mise au pas de la nature par Haussmann et par ses successeurs. Et c'est aussi une métaphore en fait de l'anarchisme qui pousse malgré une autoritarisation des régimes. À un moment, 94, on est pile poil au moment des lois scélérates. Voilà. Donc c'est vraiment une esthétique anarchique, de la nature anarchique,
dont on verra peut-être qu'elle existe un peu à Montmartre. Oui, alors moi du coup je prends un petit peu le contre-pied. Alors en plus j'ai déjà commencé à un peu aborder cette question tout à l'heure. Mais en fait voilà, moi je me propose aussi en fait, de poursuivre toujours avec mon petit article du Charivari, puisque en fait il y a aussi la question du gazon qui intéresse. Et alors là c'est pas du tout l'herbe folle. L'herbe folle on ne veut pas du tout en entendre parler. Le gazon c'est bien plus propre dans les sources. Et en fait le gazon serait trop rare alors que pavé et bitume seraient partout. Et la solution, ce serait d'implanter de la verdure sur les différentes places qui existent déjà. Ce serait une solution peu coûteuse. Donc il faudrait... en fait, c'est une manière à peine voilée de dire qu'il faut moins de places, mais plus de parcs. Et en fait, l'auteur de l'article emploie le terme varié, ce qui montre que le gazon, c'est un moyen de lutter contre la monotonie parisienne. L'avantage du parc, c'est qu'il est un écrin de nature complet, au lieu de plantations isolées, de chaque arbre isolé sur les boulevards. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est que l'auteur considère que le gazon, c'est, je cite, un agréable repos pour l'œil du passant, ce qui est en fait aussi comme le signe déjà un peu d'une nouvelle sensibilité, comme a notamment pu en parler Alain Corbin dans son livre La fraîcheur de l'herbe. Et l'auteur en fait termine en soulignant un obstacle. Il reconnaît, je le cite, qu'il y a là toute une éducation à faire. Donc, selon lui, en fait, il dit qu'il a conscience que ce sont de nouveaux usages qui doivent être inculqués aux Parisiens pour que les parcs et les squares puissent devenir une réalité pleinement effective à Paris. La solution que développait d'ailleurs progressivement la préfecture consistait en la surveillance de ces espaces par des agents municipaux, mais aussi en l'installation de grilles. Cette solution de la grille, alors elle dérive notamment des squares privés anglais, qui est un peu le modèle qu'on invoque tout le temps. Mais en fait aussi cette question des grilles, en fait, on la retrouve partout puisque la préfecture les a vraiment multipliées sous la monarchie de Juillet, également autour des monuments anciens qu'elle souhaitait préserver des dégradations. Et voilà, il y a vraiment l'idée que en fait, le gazon ne peut pas se passer de grilles en ville. Alors oui, alors le peuple de Paris dans les années 1780 montre une révolte un peu plus en sourdine que les anarchistes face à ce manque de nature. On constate en fait une forme de révolte domestique en cette période pré-révolutionnaire. Et dans un chapitre du tableau que je vais lire dans un instant, Mercier montre avec humour comment les Parisiens tentent d'inclure la nature à leur quotidien face à l'autorité. C'est une façon pour les Parisiens de vivre la nature à soi dans la tristesse et l'insalubrité de la vie à Paris. Alors dans l'exemple que je vais lire, la nature est presque un succédané symbolique de la lutte contre l'autorité et de la résistance à la force policière. Même si la sellette est assez satirique, le regard de Mercier est empreint de bienveillance envers ce peuple simple et naïf qui tente seulement de vivre au plus près de la nature. Et donc c'est ce que l'on trouve dans ce chapitre intitulé « Pot de fleurs » et qui est dans le tome 6 du tableau de Paris. L'amour de la campagne et de l'agriculture, commun à tous les hommes, se manifeste encore dans l'immense tas de pierres qu'habite le Parisien. Il élève en l'air un petit jardin de 3 pieds de long. Il place sur ses fenêtres un pot de fleurs. C'est un petit tribut qu'il envoie de loin à la nature. Un arbre à fruits végète dans l'enceinte étroite d'une croisée. Le citadin, qui ne voit plus la campagne, arrose ce nain arbuste matin et soir. Il cultive dans une caisse l'œillet et la rose. 6 pouces de verdure le consolent de la perte des tapis émaillés et remplace l'aspect des bois épais fleuris. Malgré les défenses de police, le citadin casanier tient à son pot de fleurs, à sa caisse de terre. Il la cache quand l'inspecteur passe. Il la replace quand il est passé. Mais au moment qu'on y pense le moins, la masse s'échappe, tombe du 5e étage. Heureux celui qui n'en est pas touché. L'arbuste et les fleurs sont emportés par le ruisseau, et les débris de ces jardins suspendus attestent sur le pavé qu'il n'aurait pas fallu se trouver à leur descente. L'hommage offert à Pomone et à Flore, exilés de la ville, se manifeste à chaque rue, au sein de la triste prison où le travail et la nécessité renferment l'artisan livré à des métiers sédentaires. Telle femme nourrit 4 poules, 6 lapins, élève 8 serins, et sur les rebords de sa fenêtre fait croître un groseillier, un prunier. Le goût de la campagne perce et vient expirer sur les balcons où les rayons du soleil, interceptés par la hauteur des cheminées, ne frappent qu'une heure dans toute la journée. La femme, qui ne quitte pas la chambre, épie cette heure fortunée et sourit de joie quand le calice d'une fleur isolée vient à s'ouvrir à l'astre du jour. Elle appelle sa voisine pour contempler avec elle ce phénomène. Merci.
Pierre-Louis, plus spécifiquement, une question plus axée sur le commerce des fleurs. Comment évolue l'activité commerciale autour du commerce des fleurs, donc au XIXe siècle? Oui, alors je voulais un peu revenir sur ce que disait Théo tout à l'heure, sur cette notion de nature artificielle. Mais avant, je voulais, pour que ce soit plus clair, je voulais évoquer une transformation assez importante au XIXe siècle, qui est en fait une profonde transformation du commerce des fleurs et de l'organisation du commerce des fleurs à Paris, qui est en fait le déclin des marchands ambulants, qui était assez hégémonique vers le milieu du siècle, et l'avènement des fleuristes en boutique tels qu'on les connaît aujourd'hui. Donc les marchands ambulants déclinent, en fait, comme tous les petits métiers, ce qu'on appelle les petits métiers parisiens, ils déclinent assez rapidement à partir du dernier quart du siècle. Bon, c'est relatif, hein, ils sont encore 6000 en 1900 à sillonner Paris, donc soit avec des paniers, soit avec une petite charrette, et à vendre des fleurs. Mais ils sont beaucoup moins que les décennies passées, et surtout le nombre de fleuristes en boutique augmente considérablement. On passe d'une trentaine dans les années 70 à environ 500 à la fin du siècle, donc c'est vraiment une progression exponentielle. Et ces fleuristes en boutique, qui s'organisent en syndicats à partir de 1898, font pression sur la préfecture de police pour que la police en fait réprime l'activité des marchands ambulants, ce qui est fait à partir des années 70-80, plusieurs circulaires préfectorales qui les empêchent de s'arrêter devant les boutiques de fleuristes, qui les empêchent de s'arrêter d'ailleurs tout court, hein, ils sont obligés de vendre en déambulant dans Paris, sinon ils sont arrêtés et ils sont verbalisés. Voilà, donc pourquoi est-ce que je parle de ça? Quel est le rapport avec cette notion de nature artificielle? C'est qu'en réalité, les fleuristes ambulants et les fleuristes en boutique ne vendent pas les mêmes produits. Les fleuristes ambulants, une bonne part de leur production, en fait, de leur vente, vient de la cueillette, en fait, donc soit dans la forêt de Sénart, soit dans le bois de Boulogne, et les prix qui sont pratiqués sont très fluctuants. En fait, là, vous avez deux éléments assez essentiels de ce qu'on appelle la marchandisation de la nature qui ne sont pas présents. C'est-à-dire la fixation de grilles tarifaires précises, l'attribution d'un prix fixe à la nature, d'une part, et d'autre part, la standardisation des productions naturelles. Voilà. À l'inverse, les fleuristes, donc, eux, ont des grilles tarifaires de plus en plus normées parce qu'ils s'approvisionnent chez les grands horticulteurs du Midi, qui, par la pratique du forçage, comme Léo en parlait, et de la sélection variétale, ont des produits de plus en plus normés, des produits de plus en plus standardisés, donc vendus à des prix très précis. Donc vraiment, on a un changement dans le type de fleurs qui est vendu au cours du siècle, donc des produits de plus en plus standardisés, et ça suscite pas mal de critiques, donc chez les naturiens qu'évoquait Léo tout à l'heure, mais aussi chez certains fleuristes. Donc je vous donne quelques exemples. Par exemple, donc Victor Dublel, qui est un historien, journaliste qui s'intéresse beaucoup au sujet horticole, lui parle des fleurs qui n'ont plus de patrie. Je cite, le chauffage, les forceries, les acclimates, elles ne sont plus de nulle part. Pour Victor-Eugène Ardouin du Mazet, qui est aussi un amateur d'horticulture, donc le lilas est produit de façon absolument artificielle, il n'a plus rien de naturel. Et enfin, pour le poète Paul Géraldine, jusqu'à dire que les fleurs se sont affranchies de leur propre nature, donc il y a une certaine inquiétude vis-à-vis d'une nature qui serait amoindrie, artificielle, qui serait plus vraiment de la nature en réalité. Donc cette place du commerce dans la ville évoquée par Pierre-Louis nous conduit aussi à revenir au projet d'aménagement. Donc pour les travaux haussmanniens, par exemple, on évoque souvent les travaux d'Adolphe Alphand, qui est à la tête du service municipal des promenades et plantations, ou encore le développement de l'aménagement de squares, de parcs ou des bois de Boulogne et Vincennes. Donc les projets d'aménagement prennent aussi en considération la nature en sous-sol. Donc ces aménagements portent aussi sur la question de l'hygiénisme, qui reste un point important lié à la nature. On a par exemple des médecins hygiénistes qui poussent à un retour de la nature en ville. Donc outre ces projets connus, finalement, quels sont les dessins d'aménagement dans la capitale sur le long 19e siècle et quelles sont les réponses ou idées apportées à cela? Une double question, Cyrielle peut-être. Oui, tout à fait. Alors en termes de projets d'aménagement, Mercier s'inscrit vraiment dans la lignée des encyclopédistes du début du XVIIIe siècle et souscrit tout à fait aux préoccupations hygiénistes de son temps, pour lutter notamment contre le méphitisme qu'a évoqué Léo tout à l'heure. C'est une des richesses stylistiques du texte de Mercier qui permet d'emprunter ici un peu au genre du traité philosophique pour évoquer ces questions d'aménagement et de lutte contre l'ère méphitique. Le tableau de Paris est parcouru de remarques allant dans le sens de la demande de l'amélioration de la qualité de l'air. À telle enseigne d'ailleurs que d'un point de vue de structure, il y a dans le tableau de Paris des chapitres
qui se suivent et qui évoquent cette question de l'air vicié, alors que souvent l'architecture d'ensemble est plus désordonnée. Ce qui montre bien que c'est un sujet qui intéresse Mercier au point de le développer dans plusieurs chapitres. Donc le tableau de Paris devient parfois le lieu de propositions d'urbanisme. Alors les rues sont étroites et mal percées. C'est ce qu'on a entendu sur le chapitre Pot de fleurs avec les cheminées qui gênent. Les maisons sont trop hautes et limitent la circulation de l'air. Les boucheries, poissonneries, cimetières, fosses vétérinaires et autres latrines publiques chargent l'air en particules impures. Mercier réclame à corps et à cri l'implication des autorités dans la prise en compte et l'amélioration de la situation. Dans le chapitre L'air vicié du tome 1, on lit notamment que on sait que les végétaux tendent à conserver l'atmosphère dans un état de salubrité, à la purger même de toute corruption. Voilà pourquoi les anciens environnaient leurs temples et leurs places publiques de grands arbres. Pourquoi ne les imiterions-nous pas? La description de Paris telle que la peint Mercier est souvent très olfactive. Et il propose ici notamment des éléments pour améliorer la situation. Et notamment ici, il prône le retour à l'Antiquité, ce qui est un peu étonnant d'un point de vue idéologique, parce que souvent Mercier adopte plutôt une posture de moderne, si on se réfère à la dichotomie des anciens et des modernes telle qu'elle court tout au long du XVIIe et du XVIIIe siècle. Mais ici, en prônant le retour à l'Antiquité, Mercier adopte plutôt une posture d'ancien, ce qui montre aussi que sa posture idéologique n'est pas tranchée et fluctue dans le tableau de Paris selon les variations de la vie parisienne. Baptiste? Oui. Alors moi, je vais plutôt même me concentrer sur cette question aussi de l'hygiénisme, qui est aussi une question très très large et qui a été une véritable obsession pour les pouvoirs publics tout au long du XIXe. Cette question de l'hygiène, elle a largement dépassé les milieux médicaux et hospitaliers. Tout le monde s'en est préoccupé, aussi bien les architectes, les ingénieurs que les édiles, y compris donc les préfets. C'est qu'il y a l'idée qu'il faut en fait prévenir plus que guérir. On est davantage dans une logique préventive que dans une logique curative. En fait, c'est plus facile de ne pas tomber malade plutôt que d'être soigné, pour le dire familièrement. Et c'est pourquoi il faut modifier en profondeur le tissu urbain pour le rendre sain et éviter qu'il ne soit à l'origine de contamination à grande échelle. On en revient à l'idée qu'il y a des éléments naturels à faire disparaître. Donc les boues, les eaux qui stagnent, elles doivent disparaître sous les pavés réguliers qui ne servent pas uniquement à assurer une bonne circulation. Et on cherche à favoriser d'autres éléments naturels. L'eau, pas celle qui est immobile, mais celle qui est en mouvement. Et donc il y a eu une explosion du nombre de bornes fontaines à compter des années 1830, puisqu'elles étaient moins de 200 en 1830, et on passe à plus de 2000 en 1848. Et on implante également aussi de nouvelles fontaines monumentales en différents points de la capitale, pour montrer que en fait, l'eau est au cœur de la cité. C'est aussi une finalité qui pousse à planter des essences choisies. L'arbre, c'est un élément qui participe aussi à assainir la ville. Il n'est pas seulement décoratif, il ne vise pas seulement à assurer le confort du promeneur. Il ne doit pas être trop présent, cependant, puisqu'on considère qu'un excès de plantation, ça risque d'intercepter le soleil et d'emprisonner une humidité malsaine. Mais toutefois, depuis le XVIIIe siècle, on sait que l'arbre il participe à renouveler l'air, et ça explique qu'on souhaite lui accorder une place qui n'est pas négligeable dans la ville. On peut aussi songer à l'année 1832, ça a été un moment charnière, puisque cette date correspond à l'épidémie de choléra qui a profondément touché la France et Paris. Et donc en fait, cette crise a renforcé la volonté de modifier en profondeur le visage de la capitale, et c'est notamment cette crise qui a permis donc au comte de Rambuteau d'être nommé préfet de la Seine, puisque son prédécesseur donc, a été destitué à cause de cette crise du choléra. Et cette obsession hygiéniste, il la résume dans ses mémoires par ces quelques mots qu'il aurait adressés à Louis-Philippe suite à sa nomination. « Sire, la mission dont vous m'avez honoré implique un grand devoir qui peut se résumer en quelques mots, donner aux Parisiens de l'eau, de l'air, de l'ombre. » Et il poursuit dans ses mémoires en commentant « Tel fut en effet mon programme, ma pensée constante, le but de tous mes travaux. » Et en fait, ces quelques mots, c'était véritablement une sorte de devise personnelle pour Rambuteau. C'est ce qui lui a permis aussi d'élaborer sa légende personnelle en qualité d'administrateur et de bienfaiteur de la capitale, puisque ses mémoires, il les a rédigés plutôt quand il était à la retraite, à la fin de son existence. Et on sait que les mémoires, c'est le monument qu'on s'érige à soi-même. C'est aussi une tentative pour donner de la cohérence là où il n'y en a pas forcément. On cherche à organiser sa vie, on fait un point dessus. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'en allant voir en fait, les archives personnelles de ce préfet, en allant consulter toutes
l'importante correspondance qui lui était adressée, on voit qu'en fait, déjà quand il était en poste, il utilisait un peu cette formule et ses contemporains la reprennent. Il y a notamment quand même pas mal de lettres toujours assez élogieuses, parce que leur auteur a généralement quelque chose à lui demander. Et très souvent, enfin assez régulièrement, les personnes terminent en disant « Ah, vous êtes un préfet formidable, parce que vous nous apportez de l'eau, de l'air et de l'ombre. » Oui. Alors moi, je vais peut-être passer un peu plus rapidement sur cette question, parce que les fleurs, par définition, c'est une nature mobile, donc ça ne se prête pas vraiment au projet d'aménagement proprement dit. Je voudrais quand même juste revenir sur la création des nouvelles halles Baltard dans les années 1850, puisqu'on va créer en fait ce qu'on appelle le carreau aux fleurs des halles, donc un endroit où on vend des fleurs en gros, où les producteurs viennent vendre en gros leurs fleurs. C'est assez lent à s'organiser. En fait, au début, hein, c'est même assez anarchique comme organisation. Il y a de plus en plus de fleurs qui arrivent du Midi dans les années 60-70. Donc on est obligé d'agrandir le carreau. Je passe les détails de l'aménagement, ça prend des années, on rajoute des places, on a plein de projets d'agrandissement différents qui finalement n'aboutissent jamais. Toujours est-il que ce carreau aux fleurs des halles, hein, ça devient une figure littéraire, enfin, on le retrouve dans beaucoup d'œuvres, dans lequel il est décrit comme une sorte d'îlot de nature en ville. Hein, on parle beaucoup de ses couleurs, voilà, donc, en fait une sorte d'espace de respiration au sein des halles. Donc là je vous ai mis un extrait du Glorou, mais le plus connu c'est sûrement évidemment celui de Zola dans le Ventre de Paris, que je vous lis rapidement. Comme ils longeaient toujours la grande rue, ils marchaient dans une odeur exquise qui traînait autour d'eux et semblait les suivre. Ils étaient au milieu du marché des fleurs coupées. Sur le carreau, à droite et à gauche, les femmes assises avaient devant elles des corbeilles carrées, pleines de bottes de roses, de violettes, de dahlias, de marguerites. Les bottes s'assombrissaient, pareilles à des taches de sang, pâlissaient doucement avec des grises argentées d'une grande délicatesse. Près d'une corbeille, une bougie allumée mettait là, sur tout le noir d'alentour, une chanson aiguë de couleurs. Les panachures vives des marguerites, le rouge saignant des dahlias, le bleuissement des violettes, les chairs vivantes des roses. Et rien n'était plus doux ni plus printanier que les tendresses de ce parfum rencontré sur un trottoir, au sortir des souffles âpres de la marée et de la senteur pestilentielle des beurres et des fromages. Voilà. Et je conclus. Je pense que moi je suis de l'autre côté. Ouais. Moi je vais aussi parler de la question de l'aménagement, et en fait un aménagement quand même exemplaire, c'est quand même la construction pendant 50 ans du Sacré-Cœur, qui est contemporaine des Naturiens, et qui est assez typique, exemplaire d'une forme de parisianisation à marche forcée, j'insiste sur le terme, d'une butte fragile. C'est-à-dire, je vais m'expliquer un peu mieux, mais c'est-à-dire que là on va parler d'une autre nature, la nature des sous-sols et des sols, donc pédologique et géologique, de la butte Montmartre. Il y a un topos, un motif qui revient souvent à la fin du siècle, c'est cette fascination, cette pensée que Paris va s'écrouler. Il y a beaucoup, pendant tous les travaux par exemple du métropolitain, des expositions universelles et du Sacré-Cœur, on est persuadé que Paris va s'écrouler. Les Naturiens vont reprendre précisément ce motif-là, politique, en le politisant, d'un Paris qui s'effondre et qui est proprement montmartrois pour une raison assez simple, c'est que Montmartre est un gruyère, encore aujourd'hui, toujours aujourd'hui, parce qu'il a été, c'est de Montmartre qu'on a extrait le gypse pour faire du plâtre, pour construire Paris. Donc, et les carrières de Montmartre ont été très mal remblayées, donc Montmartre vit depuis le début du 19e siècle beaucoup de glissements de terrain, ce qui va provoquer des pétitions de la part de riverains pour qu'on arrête l'exploitation des carrières, mais finalement ça ne se fait pas trop, mais jusqu'en 1845, grosso modo, il y a encore des carrières. Pourquoi je dis ça? Oui, pour revenir sur le cas le cas assez gigantesque de la construction et exemplaire de la construction du Sacré-Cœur. D'abord, une première chose, sans parler vraiment du pédologique, enfin de la question des sols, simplement la construction du Sacré-Cœur, elle retarde en haut de la butte la construction d'un square pendant quasiment 30 ans, le square de la butte Montmartre, pour une raison simple, c'est que cet espace-là appartient à la mairie de Paris, et le problème c'est que le chantier récupère cet espace de façon illégale pour entreposer ses matériaux de chantier. Donc pour un espace comme Montmartre,
comme Montmartre, il y a très peu d'espace vert à cause du Sacré-Cœur, et ça les riverains vont beaucoup s'en plaindre, il y a moins d'espace vert. Deuxième chose, c'est la question donc là plutôt de la fragilité de la butte en elle-même. C'est-à-dire qu'à cause de la construction du Sacré-Cœur, en fait à cause, on ne peut pas trop savoir, disons plutôt qu'il y a énormément de pétitions contre, il y a une volonté à un moment même d'interdire le chantier du Sacré-Cœur par certains conseillers municipaux, notamment Jules Geoffrin, pour une raison simple, c'est qu'on accuse le chantier de faire s'écrouler les rues Lamarck, enfin les rues alentours. Pour montrer encore mieux, je crois que j'ai mis la citation, c'est pas grave, mais il y a une citation notamment d'un prélat qui lui va donner aussi, va nous montrer le caractère assez contre-nature du chantier du Sacré-Cœur, le fait que le Sacré-Cœur n'aurait sûrement pas dû être sur une butte aussi friable, aussi fragile. Il raconte que le Sacré-Cœur a dû couler 83 piliers de béton, des travaux mais gigantesques, et il explique que la butte s'écroule, le Sacré-Cœur n'en sera pas ébranlé. Que la butte s'écroule, le Sacré-Cœur ne sera pas ébranlé. Ce qui veut bien montrer à quel point le Sacré-Cœur n'a que faire dans l'imaginaire des prélats et du Sacré-Cœur, n'ont rien à faire de la butte. Le Sacré-Cœur doit rester, si la butte s'écroule, tant pis pour elle. Voilà, et c'est un motif qu'on retrouve chez Zola dans un roman qui s'appelle Paris, dans lequel il met en scène un anarchiste qui va faire péter, et qui veut faire péter le Sacré-Cœur. Guillaume Froment. Et j'aimerais bien bon, je ne vais pas lire la citation, mais disons que qu'est-ce qu'il fait l'anarchiste? Il décide d'aller poser, il veut poser de la dynamite dans le sol fragile de la butte pour que la butte s'écroule et enflamme comme un volcan Paris, voilà, et rétame Paris entièrement. Voilà, pour vous montrer un peu les imaginaires de l'époque montmartrois contre le Sacré-Cœur. Merci. Donc Baptiste, si on revient à un élément symbolique qui a été évoqué de la nature, l'arbre, finalement quel est son statut ou sa place qu'accordé à l'arbre, mais également au square ou encore au parc? Alors, moi, pour la période qui m'intéresse, en fait, à bien des égards, la nature, elle relève du mobilier urbain. Non, c'est après. Ah, pardon. Merci. L'arbre d'alignement, il a le même statut finalement qu'un lampadaire, un banc ou une vespasienne. Tous sont des éléments qui permettent de définir et d'encadrer les comportements et les déplacements des Parisiens. Et en fait, c'est plus tardivement que l'arbre va cesser de n'être qu'un élément isolé, planté ponctuellement sur une voie publique. Le jardin public foisonnant, comme on l'entend aujourd'hui, c'est quand même davantage une entreprise du Second Empire avec des initiatives comme celle d'Alphand, même si il ne faut pas non plus occulter certains aménagements antérieurs, notamment ceux qui ont été apportés aux Champs-Élysées. Mais concernant l'arbre comme élément de mobilier urbain, il faut là encore songer aux fameux boulevards qui servent de promenade et que je crois j'évoque beaucoup aujourd'hui, mais aussi à tous les dispositifs qui sont mis en place pour aider à réglementer la circulation. Donc je vais dire juste un rapide mot par exemple sur le trottoir qui se systématise au cours des années 1840, et même déjà en fait, la décennie antérieure. Par exemple, en 1837, on distribue des tracts aux Parisiens pour leur expliquer comment ça fonctionne un trottoir. Et en 1845, il y a une loi qui rend obligatoire l'aménagement d'un trottoir le long de toute voie nouvellement ouverte. L'arbre, il aide lui aussi à rationaliser la circulation, au même titre que ce fameux trottoir. Il a un impact sur les déambulations. Donc non seulement, évidemment, le piéton, il cherche son ombre, les jours de chaleur, mais en fait, l'arbre, il contribue aussi à délimiter tout simplement la partie piétonne de la voie, de celle qui est consacrée à la circulation des voitures. Et c'est aussi sous les arbres qu'on a tendance à implanter les premiers bancs publics, qui sont alors en pierre et non pas en fonte, parce qu'en fait, l'arbre, donc, il est propice au repos, et en fait, c'est l'arbre qui marque l'endroit où le piéton est autorisé à s'arrêter et à se reposer. Il ne peut pas le faire n'importe où. Chose à laquelle on pense peut-être aussi un peu moins, l'arbre, il est conciliable avec la recherche de sécurité dans l'espace public. Sur la question sécuritaire, il faut songer aux lampadaires qui apportent de la lumière et qui donc rend l'espace public plus sûr la nuit venue. Et en fait, l'arbre ne gêne pas le lampadaire puisque son feuillage en hauteur n'empêche pas la lumière de tomber sur la chaussée. Il n'empêche pas non plus de voir à grande distance, là où par exemple un buisson ou un végétal plus bas deviendrait beaucoup plus occultant. Aussi, l'arbre, il relève de l'équipement urbain en ce qu'il permet tout simplement aussi de donner une cohérence à des voies qui présentent parfois des irrégularités. L'arbre d'alignement, il habite et il comble la vastitude de certains espaces.
Les espaces de promenade n'étaient pas toujours bâtis, il pouvait se présenter des irrégularités, des parcelles vides, qui étaient des sortes de dents creuses qui venaient rompre la ligne continue des bâtiments. Et donc l'arbre, c'est une solution à moindre coût pour non pas dissimuler, mais rattraper et lisser les discontinuités qu'on peut avoir dans la ville. Et il y a des réactions à ça, Baptiste et Léo, particulièrement? Alors je peux y aller. C'est simplement que précisément, c'est la question de la spéculation, je pense, immobilière. C'est que les naturiens s'insurgent contre l'hypocrisie de la... Je ne sais pas si j'ai une slide, je crois que j'ai pas de slide sur ça. Les naturiens s'insurgent contre l'hypocrisie de la mairie qui parle de verdissement de Paris. Non, les naturiens pensent, enfin c'est pas pensent, mais constatent au contraire qu'il y a du grignotage d'énormément d'espaces verts, ou en tout cas d'espaces non bâtis, dans le Paris fin de siècle, sous l'effet de la spéculation immobilière. Alors il y a un cas très connu, mais je ne vais pas en parler, mais c'est celui du parc Monceau notamment, mais on va en parler, je vais parler d'un autre, c'est celui du bois de Boulogne par exemple, il va y avoir deux gros scandales, mais je vais parler du deuxième, c'est 1905, le bois de Boulogne est menacé on supprimerait 5% de sa surface, donc 8000 arbres, projet qui a été finalement abandonné, après une large protestation. Pourquoi? Parce que même si ça n'a jamais été concrètement explicité, grosso modo, derrière, c'était grignoté sur le bois de Boulogne pour construire à côté des immeubles de rapport. Bon, ce genre de mobilisation montre bien, d'après les naturiens, qu'il y a vraiment une idée de la spéculation immobilière sur la butte, mais aussi dans le reste des espaces qui viendraient grignoter chaque petit espace qui pourrait devenir vert ou qui était déjà vert. Voilà. Je pense que toi aussi, Oui, voilà. Et alors, et après aussi, évidemment, on parle aussi de spéculation bien avant les naturiens, et les gens se plaignent dès le début du 19e et même avant. Parce qu'en effet, voilà, la spéculation, c'est aussi un thème qui est très présent sous la monarchie de Juillet. Les contemporains étaient très nombreux à dire que la préfecture de la Seine, elle devait aussi surveiller la spéculation immobilière et tout ce qu'elle induisait. De nombreuses parcelles, en effet, sont loties, aussi sous la Restauration. De nouveaux quartiers jaillissent de terre et ils sont fréquemment en fait, le fruit de morcellement de plus grandes propriétés. Et c'est aussi pour cette raison que la préfecture, on considère qu'elle doit mettre de la nature en ville et créer des espaces verts pour pallier la disparition des jardins privés qui s'en vont sous la pioche des démolisseurs. C'est vraiment un thème qui revient tout le temps dans toutes les sources, dans la presse, dans les correspondances. On explique que les jardins privés sont désormais trop onéreux pour les fortunes particulières, et donc en fait la nature, elle relève désormais pleinement de l'intérêt général, et c'est à cet impératif que répondent les aménagements des squares et des places plantées d'arbres. Nous ne sommes pas en présence de squares à l'anglaise, ils ne sont pas réservés à une élite, c'est-à-dire uniquement accessibles aux habitants aux habitants des propriétés qui enserrent le square en question. Au contraire, ils sont librement accessibles aux horaires d'ouverture et ils sont destinés à tous les habitants du quartier. Et allez, parlons encore de lui, il est si sympathique. On peut à nouveau se référer aux mémoires de Rambuteau, qui justement l'évoque en parlant des places, des boulevards et des quais, je le cite. « Je les ai égayés le plus que je pus avec des arbres, ces bons amis de l'homme qui récréent les yeux et épurent l'air. Ne fallait-il pas remplacer tant de jardins détruits par la fièvre des constructions publiques et privées? J'eus des soins infinis pour mes plantations, etc. » Mais il faut quand même vraiment insister sur le fait qu'en cette première moitié du XIXe siècle, l'aménagement d'espaces verts est resté relativement rare, puisque ce n'était pas la priorité pour la préfecture. L'enjeu premier, ça portait avant tout sur la cohérence et l'utilité des voies qui étaient nouvellement ouvertes, mais il s'agissait aussi d'abord de lutter contre les parcelles qui restaient vides le long des voies publiques, ces fameuses dents creuses que j'ai brièvement évoquées tout à l'heure. Merci. Alors on voit dans vos différentes interventions que le lien entre la nature et sa gestion par l'administration reste assez central. Donc, quels sont les usages sociopolitiques de ces natures et comment se développe et se contrôle cette nature domestiquée? Baptiste. Je reprends. Allez. Alors, en fait, concernant la dimension on peut dire politique que peut avoir la nature, celle-ci a pu aider la préfecture de la Seine à pacifier et à dépolitiser certains lieux parisiens, d'en effacer progressivement la charge symbolique. Ça a notamment été le cas des aménagements faits pour la place Richelieu, qui est l'actuel square Louvois, et aussi le square de l'Archevêché. Leur création correspond en fait un peu à l'idée du faute de mieux, puisque ce sont des événements violents qui ont contraint la préfecture à les aménager.
La place Richelieu, elle avait été occupée sous la Restauration par une chapelle qui commémorait l'assassinat du duc de Berry, le second fils de Charles X. Et donc en fait ça en faisait un lieu important pour les légitimistes. Et le square de l'Archevêché, accolé à la cathédrale Notre-Dame, comme son nom l'indique, il se trouve à l'emplacement de l'ancien palais de l'archevêque, qui avait été mis à sac et partiellement détruit en 1831. Et donc cet emplacement, en fait, il pouvait être un lieu de rassemblement pour les opposants à l'Église et aussi à la monarchie. Donc deux tendances opposées, légitimistes et on va dire républicains pour le dire de manière un peu caricaturale. Et pour cette raison, on a décidé d'abattre la chapelle qui était sur le point d'être terminée, et de la même manière, on a supprimé ce qui restait du palais de l'archevêque, et on se retrouve donc avec des espaces vides. Il faut bien en faire quelque chose, et on aménage donc une place plantée d'arbres d'un côté et un square de l'autre, et on retrouve l'idée que la nature peut apaiser le regard, mais surtout, on peut dire qu'il n'y a plus rien à voir, rien du moins qui puisse offenser la vue. On peut penser à l'œil blessé, c'est cette notion si chère à Emmanuel Furex, parce qu'un ensemble d'arbres plantés, finalement, c'est irréprochable, et on n'installe aucun monument à caractère politique. C'est un peu la même logique avec la place de la Concorde, puisque c'est aussi pendant la monarchie de Juillet qu'on y installe le fameux obélisque, puisque en fait, il n'a rien de politique. Il faut également songer à la présence de fontaines aux dimensions ambitieuses et qui forment le cœur de ces aménagements. Là encore, leurs esthétiques, elles ne pouvaient pas faire l'objet d'une quelconque récupération politique. Sur la place de la Concorde, nous sommes en présence de tritons et de naïades. Place Richelieu, vous le voyez ici, nous avons des allégories dénudées des principaux fleuves de France. Et au square de l'Archevêché, on a une construction néogothique qui est juste là pour souligner un lien avec l'édifice de la cathédrale Notre-Dame. Mais en fait, par ailleurs, une fontaine, c'est un élément utilitaire. Elle peut donc être un outil qui limite la portée d'un symbole, voire qui vient nuire à sa dignité. Et sous la monarchie de Juillet, le pouvoir n'était pas très favorable pour installer des effigies de grands hommes dans la ville, ce qui fait que Paris a été en retard sur ce point par rapport à d'autres villes françaises. Donc, parmi plusieurs exemples, on peut songer à la statue de Gutenberg à Strasbourg, aux statues du roi René à Aix-en-Provence et à Angers, à celle de Corneille à Rouen. Mais on trouve cependant quelques occurrences de la figure du grand homme à Paris. Je vais simplement en mentionner une ici, la statue de Molière, qui se trouve à proximité de la place Richelieu. Et justement, cette effigie, elle prend place sur une fontaine. Et ça a dérangé en fait une grande partie de l'opinion publique. On considère qu'il est indigne que le grand homme puisse être concilié avec cet objet utilitaire qui est la fontaine, donc ce truc qui rejette de l'eau, puisqu'en fait c'est susceptible d'être utilisé par les porteurs d'eau et par les blanchisseuses. Et je vous montre par exemple aussi ce petit clin d'œil, cette lithographie du Charivari, assez ironique, puisqu'elle montre en fait un buste de Molière qui recrache de l'eau par la bouche. Donc c'est vraiment cette idée que l'eau elle peut venir un peu limiter aussi la portée d'un symbole. Mais aussi montrer une eau ruisselante, c'est un gage d'apaisement, puisque l'eau elle vient laver symboliquement des emplacements souillés par des actes violents que le régime souhaite progressivement chasser des mémoires. Il n'est donc pas étonnant qu'on ait des fontaines place de la Concorde, qui, comme son nom l'indique, devaient symboliser la réconciliation de tous les Français. Même chose pour la place Richelieu et le square de l'Archevêché. Mais comme il n'y a aucun signe qui puisse faire l'objet d'une récupération politique, on ne peut pas tomber dans la surinterprétation. En fait, on se contente de sous-entendre qu'on lave ces emplacements qui ont été le théâtre de violence. Mais en fait, pour le dire simplement, on ne rentre pas dans le détail. Et certains auraient préféré qu'on insiste et qu'on garde trace de ces épisodes violents. Par exemple, pour l'inauguration de la fontaine de l'Archevêché, on a pu écrire, je cite, « On a lieu d'être étonné qu'à cette consécration toute civile n'est pas venue se joindre celle de la religion, surtout pour un monument qu'on doit considérer comme une sorte d'expiation publique des dévastations sacrilèges de 1831. » Et c'est aussi dans un article paru en 1845 dans une revue catholique qu'on affirme que, je cite encore, « Ces eaux abondantes jaillissent incessamment dans ces larges vasques et animent de leur bruit réjouissant la solitude faite naguère à cette enceinte sacrée par des mains criminelles. » Mais force est de constater qu'en fait ça a fonctionné, puisqu'en quelques années, en fait, la mémoire vive de ces événements, elle s'en est allée, puisqu'elle a cédé la place à ces quelques éléments de nature pacifiés. Justement, je vais rebondir sur ça, mais d'un point de vue anarchiste. Donc,
pas tout à fait le même, c'est la question de l'instrumentalisation par les pouvoirs publics de ces espaces verdoyants, verts. Et en fait, c'est Baptiste qui m'en a parlé tout à l'heure, et justement, je voulais juste appuyer ce propos, mais rapidement. Les naturiens évoquent à plusieurs reprises le fait que ces espaces-là, et il faut l'avoir en tête, sont des espaces hautement surveillés. Vous ne pouvez pas faire grand-chose, notamment pas de manifestations politiques. C'est des espaces qui sont extrêmement encadrés, des espaces où il y a des gardes, des gardiens, pour éviter ce qu'on appelle les coupeurs de petits bois, donc grosso modo ceux qui couperaient un peu des arbres, un peu des branches pour un usage domestique, pour éviter les voyous, pour éviter la prostitution, etc. Mais ce sont vraiment des espaces qui sont sans cesse sous l'œil pudibond du gardien austère, je cite les naturiens, c'est-à-dire des espaces où on souhaite moraliser les pratiques populaires et non pas laisser un espace de libre respiration et d'émancipation, comme les anarchistes naturiens souhaiteraient le faire. Voilà, c'était juste un petit... Cyril ? Oui, alors pour reprendre cette question sur les usages sociopolitiques de la nature, on remarque que chez Mercier, la nature a bien une fonction extrêmement symbolique, bien au-delà en fait des simples enjeux liés à la promenade et à la pulsion scopique du Parisien. Parfois, le tableau de Paris se fait pamphlet, et Mercier dénonce à cet égard le problème de l'accès à certaines ressources dans une perspective que Léo appellerait pratiquement lutte des classes en fait. On a par exemple la perspective la question de l'accès au bois coupé, et donc la question du chauffage. Mercier écrit dans un chapitre sur le bois flotté et décrit des scènes assez pathétiques finalement, où il emploie le terme des pauvres qui n'arrivent pas à se chauffer et tentent de se rassembler autour d'un feu de fortune pendant les dures périodes d'hiver, puisque le bois est avant tout à destination des grands pour les cheminées domestiques. La question de l'alimentation aussi était une question qui anime Mercier, et notamment au tome 10, il écrit « Les légumes et les fruits, dans leur première saison, sont hors de prix. Les grands ne manquent point d'en décorer leur table, plutôt par air que par goût, car, le plus souvent, ces fruits ne valent rien. Mais le maître d'hôtel croirait manquer à son poste s'il n'offrait pas ces fruits acerbes, qui sont plutôt faits pour l'œil que pour le palais. Il est de la dignité, surtout, d'avoir des petits pois, dans le temps que la nature s'obstine à les refuser. » Donc ici, Mercier tente, dans son style souvent de captatio benevolentiae, Mercier tente de choquer un peu son lecteur avec cette utilisation proprement contre nature des ressources de la campagne, au service du paraître et au détriment de la subsistance. Mais chez Mercier, force est de constater que 1789 constitue véritablement une rupture, et dans le Nouveau Paris, c'est-à-dire l'ouvrage qu'il écrit après la Révolution, l'ouvrage qui en porte les stigmates, on observe un chapitre assez intéressant dans lequel Mercier montre que la nature a véritablement changé de camp, puisque la plantation d'arbres signale la liberté du peuple français, puisque symboliquement, l'arbre, c'est ce qui pousse loin de la contrainte, et c'est donc un symbole de la Révolution. Et l'extrait que je vais lire s'inscrit véritablement en contrepoint du premier extrait. Rappelez-vous, c'était l'anecdote du duc de Chartres qui faisait abattre des arbres, puisqu'ici, on voit la maîtrise de la nature appartient au pouvoir, et selon l'équation assez simple, arbre égale liberté, plus il y a d'arbres, plus il y a de liberté. Et dans le Nouveau Paris, c'est véritablement le peuple qui implique la plantation d'arbres. Donc, la ville décrite dans cet extrait que je vais lire dans l'instant s'oppose véritablement à celle qui poignait dans le tableau de Paris, puisque la force républicaine trouve son origine dans la vigueur de la nature, selon un motif bien connu de régénérescence par la vitalité de la sève. Donc c'est finalement ce que Mercier montre dans le chapitre intitulé « Arbre de liberté » dans le tome 1 du Nouveau Paris. C'est un superbe végétal qu'un arbre. Dans les beaux jours de la Révolution, les arbres de liberté cheminaient de tous les bois voisins, déplaçaient les pavés, prenaient racine au pied des maisons et mariaient leurs vertes chevelures aux balcons des différents étages, qu'ils ombrageaient. Les signes de cette liberté naissante étaient salués par nos regards attendris. Quel plus riant spectacle que ce mélange d'édifices et de cimes vertes et ondoyantes. Cette coutume, si favorable à la salubrité de l'air, fut constamment chère à ces patriotes, qui opérèrent l'affranchissement des Français, et qui, justement irrités des parjures d'un roi et des crimes d'une cour altérée de sang, voulurent immortaliser ces grandes époques, en métamorphosant nos cités en aspect champêtre. Ces travaux furent des amusements, ils décorèrent la grande ville,
Bientôt, l'esprit royaliste, l'esprit contre-révolutionnaire laissèrent dessécher ces monuments naturels de notre courage. Un feuillage jaune semblait dire « l'esprit républicain est malade » et n'a plus ces belles et vives couleurs que sur les frontières où triomphent nos armées. Comment la sécheresse a-t-elle succédé à cette sève de vie? On les a outragés, ces signes verdoyants de la plus mâle bravoure. On les a relégués au champ, et la scie téméraire ou avaricieuse a coupé ces troncs robustes qui étaient l'image si fidèle d'une régénération prompte et vigoureuse. Mais le génie de la liberté est comme la morale. Elle est attaquée, mais indestructible. Un généreux repentir fit replanter de nouveau tous ces arbres qui ont été abattus ou qui ont péri naturellement. La présence de Bonaparte fit reverdir tous ces feuillages et sembla leur prêter un nouveau lustre. De nouvelles branches aux rameaux verts s'élancèrent jusqu'au toit. Ainsi que le printemps rajeunit la nature, le grand nom du vainqueur d'Italie redonna à la grande cité ce beau vêtement vert qui annonce la circulation végétale et la résurrection de l'esprit républicain. Merci. Donc après ces arbres et ces arbres coupés, on peut revenir pour notre dernière question sur le commerce des fleurs qui a déjà été évoqué. Donc à cette période, on va voir l'important développement du commerce des fleurs, mais également le goût floral. Pierre-Louis? Oui, pour revenir à mes fleurs coupées, tu parlais tout à l'heure d'usages politiques et sociaux. Moi, j'ai plutôt abordé les usages proprement sociaux, et notamment les pratiques de consommation. Puisqu'en fait, à la fin du siècle, donc, la fleur est devenue un objet de consommation de masse. Et donc, cette massification de la consommation, elle s'accompagne d'une hiérarchisation des fleurs, à laquelle correspond une hiérarchisation sociale. Donc, hiérarchisation des fleurs, en fait, qui est construite notamment par les revues horticoles et par les horticulteurs. Donc, au sommet de cette pyramide, on trouve les fleurs en fait, qui sont issues des exploitations de la banlieue parisienne, qui sont des fleurs forcées sous serre, qui peuvent se vendre à des prix parfois exorbitants. Donc on pense aux lilas de Vitry par exemple, aux camélias de Montreuil ou aux orchidées de Versailles. Donc ça c'est vraiment le sommet de la hiérarchie sociale des fleurs, si je puis dire. Ensuite viennent les fleurs du Midi qui sont elles-mêmes divisées en deux catégories, donc ce qu'on appelle le beau Midi, qui sont des fleurs issues de la sélection variétale, cultivées par des horticulteurs assez prestigieux, et qu'on retrouve chez les grands fleuristes parisiens aussi. Puis ce qu'on appelle le Midi ordinaire, qui sont là généralement des fleurs cultivées en plein champ, en masse, et qui sont généralement vendues soit dans les kiosques à fleurs, soit par les marchands ambulants. Donc évidemment, cette stratification, elle correspond à une stratification sociale. Donc les classes populaires, généralement, doivent se contenter du Midi ordinaire, quand la bourgeoisie et l'aristocratie se fournissent chez les grands fleuristes parisiens de fleurs issues, généralement, de la banlieue parisienne. Donc c'est des fleurs qui coûtent très cher, qui peuvent coûter jusqu'à 15 francs la pièce, et donc les appartements de la bourgeoisie parisienne sont principalement ornés de ce type de fleurs. C'est des débauches donc, de luxe qui culminent généralement dans les funérailles nationales notamment. Le point d'orgue, c'est vraiment les funérailles de Sadi Carnot en 1894. Là, vous avez des couronnes de fleurs qui sont envoyées. Et les couronnes de certains ministres et ambassadeurs ont atteint la somme de 10 ou 15 000 francs. Donc c'est vous dire le prix de ces fleurs qui sont vendues chez les grands fleuristes. Voilà, donc il faut aussi évoquer le goût qui se développe notamment au sein de la bourgeoisie pour l'exotisme. Donc évidemment, ça se retranscrit avec les fleurs, et la reine des fleurs exotiques, c'est vraiment l'orchidée, qui connaît une vogue assez phénoménale à la fin du siècle. Et l'exemple littéraire le plus fameux de ça, c'est le personnage de Des Essentes dans le roman de Huysmans à rebours. Donc je vous en cite un extrait. Donc un personnage qui collectionne des fleurs. Il avait toujours raffolé des fleurs, mais cette passion qui, pendant ses séjours à Jutigny, s'était d'abord étendue à la fleur, sans distinction ni d'espèce ni de genre, avait fini par s'épurer, par se préciser sur une seule caste. Depuis longtemps déjà, il méprisait la vulgaire plante qui s'épanouit sur les inventaires des marchés parisiens. On voyait une sorte de pratique de distinction qui ont pour support la fleur. Donc évidemment, ça s'accompagne d'une codification des usages de la fleur. Il faut faire le bon usage de la fleur, il faut montrer son bon goût en ordonnançant correctement les fleurs. Donc vous avez des guides qui sont publiés, de longs guides. Le plus connu, c'est celui d'Albert Momenet, dont je vous ai mis un extrait et une illustration ici, qui est un guide de 400 pages sur les bonnes manières d'utiliser des fleurs. Donc les fleurs dans le salon, quel type de fleurs il faut mettre sur la cheminée, quel type de fleurs il faut mettre sur le piano, à quelle occasion on offre des fleurs blanches, à quelle autre on offre des fleurs plutôt mauves, par exemple. Voilà, vous avez un exemple de garniture de table, en illustration. Donc c'est assez long, c'est une lecture assez fastidieuse par ailleurs, mais voilà, qui vous explique comment utiliser les fleurs correctement. Donc vous avez une place aussi un peu plus importante des fleurs dans les traités de savoir-vivre, les manuels d'économie domestique, et on a assez vite fait de se moquer de la personne qui
qui fait preuve de mauvais goût en utilisant les fleurs. Et donc je n'hésite pas à vous mettre ce dernier exemple de pratique de distinction sociale, c'est la fête des fleurs qui est organisée au Bois de Boulogne à partir des années 1890, donc c'est des charrettes fleuries, et puis à partir des années 1900 des voitures fleuries. Donc on défile en voiture fleurie, et il faut se faire voir, c'est vraiment un événement mondain, donc venir avec les garnitures florales du meilleur goût. Là je vous ai mis un petit extrait de la revue Le Jardin qui commente donc les diverses voitures fleuries, et donc là on voit que les fleurs de Madame Doyen s'accordent particulièrement bien avec son parasol japonais. Voilà, donc c'est vraiment devenu un lieu d'exhibition, un lieu de parade pour la bourgeoisie parisienne au Bois de Boulogne. Les naturaliens, quand ils décrivent les fêtes de fleurs, sont vraiment absolument hilarants. Voilà, avec Madame Doyen, c'est exactement ce genre de choses. Mais j'aimerais justement finir, parce que bon, les naturaliens ont paru un peu un chouïa négatif, critique, et j'aimerais finir sur une autre note, un peu plus positive, disons, c'est leur espace de vie, c'est-à-dire la butte Montmartre, est proposée en 1 minute, une pluralisation des natures dans les Paris, comme l'écrivait récemment Christophe Charles. C'est-à-dire que Montmartre propose déjà des modes, disons, une grammaire de résistance environnementale ou politique qu'on a vue, qui vient de loin, avec les carrières. On a pétitionné contre les carrières, par exemple, à Montmartre au début de siècle, contre le Sacré-Cœur, etc., etc. Mais ce qu'on va voir, c'est qu'en plus de charrier un imaginaire historique, celui des vignes, celui des moulins, qui n'existe plus, en fait, il n'y a plus de vignes en 1890 à Montmartre, elles reviendront encore en 1910, dans les années 1910, c'est que, en plus de charrier cet imaginaire-là, il y a encore un espace sur la butte, donc pas sur la butte, qui s'appelle le Maquis de Montmartre, que je vous ai représenté ici, c'est entre la rue Colincourt, le Pic, et pour ceux et celles qui connaissent un peu Montmartre, et Girardon, et tu peux passer, qui a été vraiment un endroit assez fou à la fin du 19e siècle. Il y a peu de travaux, il n'y en a pas en histoire encore, mais qui sont des travaux qui nous montrent en fait une autre nature, qui est plus une nature ornementale, qui est une nature socialisée, c'est-à-dire qu'en fait c'est à peu près que des vagabonds, des vagabonds, des personnes vraiment sans le sou, des artistes. On a Kupka par exemple qui va le représenter là, et on voit peut-être pas très bien, il y a énormément de végétation. C'est vraiment une nature qui est là spontanée et qui est plus du tout une nature ornementale, vitrine d'un pouvoir autoritaire, et une nature où on peut peut-être passer, non mais là on le voit bien, une nature aussi où on fait la culture, on élève, c'est les dernières vaches de Paris, et on élève des vaches, des chèvres, etc. Et on cultive nous-mêmes, enfin soi-même, son petit potager. Tout le monde a son petit potager. Voilà, et c'est l'endroit où habitent les 2 tiers des naturaliens. C'est pour montrer aussi pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas sortis de Paris, pourquoi ils n'ont pas mis en acte leur proposition d'abolir Paris ou voilà. C'est qu'en fait, il y a d'autres natures à Paris en fin de siècle, à la fin du siècle. Voilà. Merci. Alors, je vous remercie tous les 4 pour vos interventions qui ont permis vraiment d'enrichir la discussion et particulièrement de mettre en évidence les réactions, les aménagements et la marchandisation de la nature qui agissait dans le développement de la présence de la nature en ville. Je pense qu'au vu l'heure, on peut passer peut-être à des questions à la salle. Merci beaucoup pour vos interventions. J'ai une question en particulier par rapport aux naturiens et peut-être plus généralement au courant anarchiste de l'époque. Je ne savais pas en fait que ça remontait si loin en amont du 19e siècle. Moi j'avais eu connaissance simplement de groupes plus tardifs autour des surréalistes ou des futuristes qui avaient ces projets d'abolir Montmartre, de raser le Sacré-Cœur, notamment avec l'imaginaire communard, puisque c'était une insulte au communard à la base. Et je voulais savoir tout simplement si, soit dans les naturiens, soit autour, dans toute l'espèce de plèbe un peu montmartroise, il y avait des passages à l'acte, tout simplement, peut-être des tentatives de saboter le chantier, ou est-ce que ça restait simplement de la discussion de cabaret et des petits projets, des petits tracts comme ça. Je réponds immédiatement ou oui. Peut-être une autre question, mais après moi comme ça je réponds, je suis très content. Alors c'est très étonnant, pas de passage à l'acte véritablement. Alors moi j'ai un naturel qui s'est baladé à poil dans Sacré-Cœur, voilà, donc il se fait arrêter pour ça, donc je sais pas si c'est vraiment un acte de résistance, de désobéissance civile extrêmement
extrêmement intéressant, important. C'est un peu des fous du village, des sages du quartier, je dirais, mais des sortes de personnes un peu luberlues, mais qui ont porté des critiques intéressantes. Voilà, donc il y a lui. Beaucoup des manifestations auxquelles les naturiens participent sont en général assez maigrement récompensées. En général, on les dégage très rapidement, notamment à certains moments assez importants. L'arrivée d'une cloche qui s'appelle la Savoyarde, au moment où il y a les naturiens, justement, en 94, je pense. 95 peut-être. Non, mais en fait, il n'y a vraiment pas grand-chose. Il y a plein de projets, c'est vraiment un image, c'est pour ça que je parle d'imaginaire. Il y a plein de projets, il y a quelques manifs, il y a des pétitions, il y a des relais surtout, ça c'est important, dans le conseil municipal pour faire interdire le chantier, et notamment selon des principes, enfin ça on le sait un peu moins, mais selon des motifs environnementaux donc, mais il n'y a vraiment pas de passage à l'acte. Par contre, il y a une volonté de faire retarder le chantier, ce genre de choses tout au long de la fin du 19e siècle. Bonjour, j'avais une question par rapport aux fleurs coupées. Je me demandais si à l'époque il y avait déjà des connotations liées au genre, donc est-ce que c'était un univers plus féminin à ce moment-là? Oui, ça va être un point de ma thèse, effectivement. Oui, tout à fait, en fait, même dès le XVIIIe siècle, on peut trouver des connotations. Je dirais qu'il y a deux choses. La première, c'est vraiment une obsession du siècle, qui est l'identification de la femme à la fleur, donc la métaphore de la fleur. Pour parler de la femme, ça c'est omniprésent. La fleur et la femme partageraient les mêmes qualités, la douceur, la fragilité, etc. Et par ailleurs, il y a une vraie division genrée du travail dans le monde de la fleur. Généralement, les grands fleuristes parisiens sont des hommes, ceux qui tiennent les boutiques les plus prestigieuses. En revanche, quand on se penche sur les ouvriers horticoles, plutôt en l'occurrence les ouvriers horticoles et les marchands ambulantes, là c'est très féminisé en revanche. Donc il y a selon l'importance sociale du métier, il y a une vraie division genrée du travail. Voilà, je pourrais en parler encore, je vais arrêter là parce que... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, c'est très intéressant. Le débat a été vraiment extrêmement intéressant. Et je suis frappé par l'actualité en fait, de ce débat avec les projets d'Anne Hidalgo sur Paris. Quel conseil pouvez-vous lui donner à Anne Hidalgo? Pour moi, Joker, mais... Bon, alors, moi, ça marche, oui. Alors, des conseils, je ne sais pas, mais alors j'imagine que c'est moi qui dois prendre la parole, puisque en fait, les préfets de la Seine, ce sont les ancêtres des maires de Paris. Alors moi, je n'ai pas de conseils à donner à Anne Hidalgo, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est aussi, il y a certains débats d'actualité, on parle de végétaliser la place de la Concorde. Écoutez, juste pour aussi reparler du Charivari et de tous les gens qui n'aimaient pas ce que faisait Rambuteau, en fait, déjà, à l'époque, cette place de la Concorde, c'est l'ancienne place Louis XV, qui a été donc aménagée par Gabriel sous le règne de Louis XV, et c'est vraiment sous Rambuteau qu'à la fois la préfecture de la Seine et le ministère de l'Intérieur va vouloir réaménager cette place. Il faut la modifier, il faut lui refaire un petit brin de toilette. C'est l'architecte Hittorf qui est en charge du chantier, et en fait il avait la volonté de laisser cette place dans un état très minéral, puisque c'est en fait un espace dans Paris qui, dès le début, en fait, était inséré dans une forme de nature, puisque cette place, elle se trouve entre les Tuileries et les Champs-Élysées. Donc, en fait, on décide aussi de rester sur cette lancée sous la monarchie de Juillet. Il y avait les fossés qui ont été en partie comblés, notamment lorsqu'on a aménagé le métro, donc bien plus tard au XXe siècle. Mais voilà, en fait, il y avait des gazons, mais qu'on ne voyait pas, évidemment, à une distance très importante au niveau de ces fossés. Il y avait quelques plantations. Mais en fait, c'est intéressant parce que déjà, en fait, au XIXe siècle, tous les contemporains, une grande partie des contemporains disent mais en fait, cette place, c'est un enfer quand on est un piéton, parce que justement, il n'y a pas de plantation, il n'y a pas d'arbres. Donc en fait, l'été, c'est une fournaise, et l'hiver, on est la proie de tous les vents. Donc il y avait en fait déjà cette volonté en fait, de mettre de la nature à cet emplacement-là. Après, voilà, aujourd'hui, le projet du réaménagement de la place de la Concorde, il y a beaucoup de considérations, notamment parce que cette place est classée. Mais voilà, moi, je ne vais pas donner mon opinion. Que la ville de Paris se débrouille. Moi, je prépare le nouveau Paname pour me moquer, par contre. Juste peut-être vraiment le côté vert-washing, verdissement washing de Anne Hidalgo, parce que là, je crois que la première place, la place de la Catalogne, est devenue la première forêt urbaine de Paris.
Et il y a le même projet sur l'hôtel de ville, la place de l'hôtel de ville, et quand on regarde ce que c'est une forêt urbaine pour Anne Hidalgo, c'est 3 arbustes, quoi. Enfin, ça serait... Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas grand-chose, c'est pas du tout une forêt urbaine. Au départ, d'ailleurs, les quais, voilà, c'est simplement éviter l'hyper-washing, quoi, écolo-washing du verdissement. Et pour la baignabilité de la Seine, voilà, ben après, on n'est pas des experts, mais bon, voilà. Une question sur les Naturiens, ils étaient combien au plus haut du mouvement? Et est-ce qu'on trouve des écrits de leur part sur les villes de Montmartre, un avis là-dessus? Alors, combien est-ce qu'ils sont? Waouh. Alors, on va dire entre 5 et 10. Non, on va dire un peu plus. Leur réunion, il y a quand même des banquets qui vont organiser. Alors les banquets, le problème c'est qu'on fait de la politique au début et on fait en général des chansons à la fin. Donc en fait, on ne sait jamais pourquoi les gens viennent. Est-ce qu'ils viennent pour les chansons de la fin avec des grands noms en fait de la butte de l'époque. Mais en tout cas, au début, ils étaient à peu près 100, bon, ce qui est énorme. Mais bon, ça c'est leur pic de popularité. Non, sinon ils sont, on va dire, allez, 10 en moyenne. Et il y a un roulement, il y a du changement pendant la période. Dans le sens, c'est pas toujours la même tête du début jusqu'à la fin. Et l'autre question, est-ce qu'ils parlent de la ville? Ce qui est super étonnant, c'est que les Naturiens, c'est à travers d'autres sources que eux-mêmes, c'est-à-dire eux ne parlent pas de Montmartre jamais. Comme s'il y avait une sorte de petite... je ne sais pas comment l'interpréter exactement, mais une petite honte d'être resté à Paris et de rationaliser le fait d'être resté à Paris, donc ne pas avoir fui la ville. Mais par contre, on les retrouve dans tout ce qui est le phare de Montmartre, tous les journaux montmartrois de l'époque, en fait, ils sont extrêmement insérés dans les réseaux de cabaret, dans les réseaux anarchistes, etc., etc. Mais non, ils ne parlent pas de vignes. En revanche, ils invitent quelqu'un qui vient d'écrire un bouquin sur Montmartre et sur les vignes, l'archive de police dit qu'on salue cet homme-là de façon unanime. Donc ils sont bien dans cet imaginaire-là. Après, eux n'en parlent jamais. Alors c'est assez paradoxal. Est-ce qu'il y a une dernière question? Est-ce qu'on a des éléments sur la dimension au niveau technique du parcellaire, sur des demandes de choses qui pourraient correspondre aux typologies d'espaces verts, le square de coin de rue, puis le jardin, et enfin l'accès à quelque chose à des espaces plus vastes, et la tension en fait. Je pense que c'est pour moi. Vous voulez dire du coup vraiment pour aussi la période que j'étudie? Oui, bien sûr. Mais alors en fait, désolé, hein, je botte un peu en touche, mais aussi en fait un problème aussi quand on travaille sur ce genre de sujet, c'est que les archives de Paris aussi ont brûlé. Donc c'est en 1871, donc en fait c'est assez dramatique quand on... Évidemment, Paris n'est pas un sujet nouveau, il a déjà été très très étudié, mais oui, il y a certains points sur lesquels on bloque un peu. Là en l'occurrence, je vous l'avoue, c'est mon cas. Donc... Désolé. On peut peut-être s'arrêter ici, il est 12h26. Je vous remercie encore.